Au sommaire de ce 20h enrichissement illicite, Tahibou Ndiaye est condamné à 5 ans de prison ferme et à payer une amende de 2 milliards 600 millions de francs CFA. Ses deux filles adoptives et son épouse ont été aussi condamnées par la CREI. Les détails dans ce journal. La jeunesse pour le socialisme et la démocratie demande la dissolution de l'Assemblée nationale. Babacar Diop et compagnie estiment que la confiance entre l'institution et le peuple a été rompue avec les récents événements. Ils proposent le couplage des législatives anticipées avec le référendum en 2016. L'hôpital régional de Kaolack, un grand corps malade selon les travailleurs. Ils remettent en cause la gestion jugée opaque du directeur, accusé de dépenses inutiles et non justifiées et de népotisme. Salou Tall nie en bloc et parle de cabale contre sa personne. L'actualité hors de nos frontières pour clore ce 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 20h principale édition de la soirée sur Walf TV. En bref, Tahibou Ndiaye, condamné à 5 ans de prison ferme, l'ancien directeur du cadastre, poursuivi pour enrichissement illicite, doit payer 2 milliards 609 millions de francs CFA d'amende. Ses deux filles adoptives, Mamfatou et Ndeyro Kayetiam, écopent de 2 ans avec sursis et a payé le même montant. Son épouse Ndeya Bindiong, condamnée à 3 ans, dont 1 an ferme, 2 ans avec sursis. Ils doivent payer à l'État la somme d'1 milliard pour tout le préjudice. La CRI ordonne également la confiscation de tous leurs biens. Les habitants du quartier Madjabel Diop dans la commune de Kermassar disent en avoir marre des pénuries d'eau, de l'insécurité et des inondations. Ils ont tenu un sitting en arborant des brassards rouges en signe de mécontentement contre la SDE et les autorités avant de menacer de descendre dans la rue dans les prochains jours. Omar Faye a porté leur parole. Nous l'écoutons au micro de Théodore Semedo. Nous sommes sortis en masse parce que nous sommes assaillis par un manque d'eau pendant 12 jours. Il n'y a pas d'eau à boire, on n'a même pas pu se laver. Donc les populations sont extrêmement fatiguées. La population de Madjabel Diop est sortie pour crier son ras-de-bol. Son ras-de-bol à cause de quoi? D'une pénurie qui a longtemps duré. Parce que 10 jours, je dirais que c'est 12 jours d'ailleurs. 12 jours, je pense que c'est pas du tout normal. On est là aujourd'hui, c'est pour manifester notre colère. On n'a pas d'eau depuis 10 jours. On a appelé la SDE pendant des jours. On est sans réponse. Donc, si on manifeste notre colère parce que vous voyez l'eau. L'eau, vraiment, c'est pas quelque chose, c'est pas potable. Les enfants ont de la diarrhée, les femmes sont fatiguées. On se lève tôt le matin pour chercher de l'eau, on doit aller au boulot, donc c'est quelque chose d'anormal. L'insécurité, on n'a pas d'hôpitaux, les routes ne sont pas bonnes, on n'a pas de voitures, des bus pour sortir du quartier, donc il y a l'inondation aussi. Manifestation des habitants de Nyakhirat, ils exigent la restitution d'un espace qui initialement devrait abriter un marché. C'était finalement du bluff selon ces populations qui soupçonnent une tentative de leur terre. Alassane Ba porter leur parole. Nous l'écoutons au micro de Najib Sanya. Ce bâtiment-là, ils disent que c'est un marché, alors qu'ils nous avaient dit que ce terrain, c'est un domaine national. Et vu qu'il y a 2 privés qui se battaient pour ce terrain, la mairie de Sangalkam a pris ce terrain et a dit que c'est pour le village, puisque c'est un domaine national. Après, ils ont trouvé un consensus avec la famille Guissé. Ils ont dit qu'ils vont partager le terrain en 2. Une moitié pour le village d'Indjahirat et l'autre moitié pour la famille Guissé. Ils nous avaient dit que c'est 4000 m². Mais ça ne fait même pas 300 m². Ils ont lotissé ça
15 sur 10, vous voyez les bornes. À notre grande surprise, ils ont pris 300 mètres carrés, ils ont dit que ça, c'est votre marché. Le reste, c'est des parcelles. Et ces parcelles-là, nous voulons qu'on nous éclaircisse à qui ça appartient. Parce qu'ici, nous n'avons ni un marché, ni une école répondant en son nom, ni un case de santé. Nous n'avons rien. Même les cimetières qu'on a, c'est un privé qui nous a donné son sang pour le faire un cimetière. Nous avons besoin de Oumar Gueye, si bopam, mom lañ falon fi mu doon maire. Mu ñew fi wax ñu dëgg. Loolu lañ bëgg. D'autres grincements de dents, c'est également à l'université Gaston Berger de Saint-Louis où l'intoxication de 150 étudiants continue d'alimenter la polémique. Ces pensionnaires réclament toute la lumière sur ce fait déplorable et annoncent une plainte contre X. Alpha Mamadou Sall portait leur parole. Nous l'écoutons avec Gabriel Barbier. Nous avons tenu aujourd'hui à tenir ce point de presse pour réagir par rapport à un événement douloureux qui a vu nos camarades étudiantes et nos camarades étudiants apeurés et tiraillés entre la vie et la mort. En effet, après le dîner du mercredi 4 novembre dernier, tout le monde a constaté l'intoxication alimentaire de plus de 150 de nos camarades, laquelle intoxication a été attestée par le médecin-chef du centre médical des étudiants de l'UGB. Face à cette situation très délicate, en tant que structure responsable, nous avons pris le temps nécessaire de constater de visu et d'explorer les causes qui seraient à l'origine de ce drame, afin de situer les responsabilités. Dans cette logique, nous avons fait appel aux agents du service d'hygiène qui, après une visite sur le terrain au niveau du restaurant 2, n'ont pas manqué de souligner des manquements, notamment une visite médicale préalable et obligatoire non satisfaite par le personnel de la restauration, une chambre froide qui ne répondait pas aux normes de conservation, entre autres manquements. Tous ces éléments conjugués à la négligence manifeste du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, l'absence de plonge, l'absence de chambre froide, l'insuffisance des ustensiles de cuisine, ont conduit à la décision de la commission sociale des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis de déposer une plainte contre X aux fins de l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Par ailleurs, la commission sociale des étudiants de l'université Gaston Berger a décrété depuis avant-hier 48 heures non renouvelables de journée sans ticket et la fermeture du restaurant incriminé. La gravité de l'erreur et du préjudice mérite des sanctions exemplaires pour que de pareilles choses ne se reproduisent plus. La relance des chemins de fer, une énième requête des membres du syndicat unique des travailleurs du rail. Lors de leur symposium, ils déplorent la lenteur des États sénégalais et maliens par rapport à l'application du schéma institutionnel pour sauver leur outil de travail. Les détails avec Ramatoulaye Sarr. Les chemins de fer d'hier à aujourd'hui, c'est autour de ce thème que les membres du syndicat unique des travailleurs du rail ont axé leur symposium. Une occasion pour eux de remettre sur la table et devant des anciens de l'ex-régie des chemins de fer jusqu'à la société nationale la question de la relance de leur outil de travail. Lequel outil, fait noter Abdoulaye Dieng, ancien cheminot, conseiller spécial du secrétaire général de l'Union africaine des chemins de fer, est devenu aujourd'hui ce qu'en a voulu faire le président Abdoulaye Wade, comptable de tous les maux. Ce que le secrétaire général du Sutrail, Mambaye Tounkara, conforte avec le schéma institutionnel qui tarde à voir jour. Le bilan de notre respectueux président, son excellence Abdoulaye Wade, qui aujourd'hui est parti, s'il a un regret dans son bilan, c'est le manque d'attention qu'il a accordé aux chemins de fer. C'est le manque d'attention. Il a fait des aéroports, il a investi, il a investi. Mais il a aussi, il faut l'admettre, nous qui sommes concernés, il a beaucoup contribué à la détérioration, à la liquidation des chemins. Actuellement, Transrail, qui est en difficulté, qui est en situation catastrophique, depuis lors, on parle de l'application d'un schéma institutionnel qui n'a jamais vu jour. À la suite des rencontres du 14-16 décembre avec les autorités concédantes à Bamako, qui a été sanctionné d'un protocole d'accord de sortie à l'amiable de l'actionnaire majoritaire qui n'a jamais été exécuté, à l'image des collègues de la Sénéor. Aujourd'hui, nous avons jugé utile, en tant que travailleurs de Transrail, d'interpeller les autorités
à trouver une solution définitive, je dis même de décréter la reprise définitive de Transrail pour la relance des chemins de fer. Le secrétaire général de la CNTS-FC, Cheikh Diop, ne se gardera pas de parler du repreneur et de sa gestion. Question de Transrail. Mais il faut rappeler qu'il a été question de la Sunoor, il est question de la SAR, des ICS. Je dirais donc au président Macky Sall de régler la demande pressante de la relance des chemins de fer. La relance de Transrail pour qu'enfin le Sénégal et le Mali bénéficient d'un chemin de fer moderne. La relance des chemins de fer pour la sauvegarde de leurs outils de travail demeure la principale requête auquel ces syndicalistes invitent les États sénégalais et maliens. Ramatoulaye Sarr, Thiès, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, nous quittons Thiès, direction Kaolack, où les travailleurs de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass ont tenu un sitting. Ils accusent la direction de gestion nébuleuse et de recrutement abusif. Ces blouses blanches exigent l'arbitrage de leur ministre de tutelle. Dr Moustapha Diakhaté est le secrétaire général du SUTSAS de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass, que nous écoutons au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Le motif de ce sitting est le manque de transparence dans la gestion financière et dans celle des ressources humaines de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Lors de notre rencontre avec la direction le 5 août 2015, occasionnée par une discussion autour des points de notre plateforme revendicative, cette question de transparence a été évoquée et par la suite, une commission dite paritaire est instituée et devant se réunir avant le 6 de chaque mois pour le partage de toutes les recettes au comptant et tirées des prestations et provenant du recouvrement des créances issues des imputations budgétaires, des lettres de garantie, des EPM, des césariennes, du sésame, des subventions, des mutuelles et de l'hémodialyse. Malheureusement, depuis sa constitution, cette commission ne fonctionne pas normalement. L'ACP, en complicité avec le directeur, sabote et foule aux pieds son fonctionnement. Les documents justificatifs des recettes ne sont jamais au rendez-vous. Les recettes sont donc ignorées par tout le reste du personnel, ce qui pose véritablement un problème de transparence voulu par l'ACP et les directeurs qui sont en connivence. Les conséquences de cette gestion nébuleuse se traduisent par des dépenses hors normes et inutiles, ne répondant pas du tout aux procédures de passation des marchés publics. La subvention de l'État en 2013 pour la somme de 27 millions destinée à l'hémodialyse ne figure pas dans le budget et n'a aucune trace. La même subvention accordée en 2014 n'était pas aussi connue du personnel pendant un an. Malgré l'acquisition d'une centrale d'oxygène en 2012, l'hôpital continue de dépenser cher pour l'oxygène médical. Nous demandons que la lumière soit faite pour justifier ces sommes dépensées et qui nous inquiètent fort. Pour la gestion du personnel, c'est encore la catastrophe. Le directeur recrute comme bon lui semble, amène ses proches en faisant abstraction aux règles de transparence. Pointé du doigt, la réplique du directeur de l'hôpital ne s'est pas fait attendre. Saliou Tal parle de cabale contre sa personne. Nous l'écoutons toujours au micro de Mamadou Makhtar Sarr. J'ai eu connaissance comme élément qu'ils ont dit. Je dis que c'est totalement faux. D'abord, quand il parle de manque de transparence dans la gestion, je pense qu'en matière de gestion, il y a des règles, des procédures. Et c'est ça que nous appliquons. Maintenant, aussi, nous faisons, depuis que nous sommes là, en tout cas, nous faisons une gestion participative. Alors, et tous les acteurs sont intégrés dans la gestion, de l'élaboration du budget jusqu'à l'exécution, jusqu'au compte rendu. Tout le monde est associé. Et donc, je ne vois pas comment ils peuvent parler de manque de transparence. Nous les associons à tout ce que nous faisons. La preuve, aujourd'hui, c'est une partie de cette section-là, et je dois dire même que c'est une personne, en réalité. Et je pense que le problème de l'hôpital, c'est une seule personne qui est là et que l'hôpital avance. Donc, il parle aussi de mauvaise gestion, de manque de transparence dans la gestion des ressources humaines. On a un service de ressources humaines. Et tout ce que nous faisons, en tout cas, suit les règles en matière de gestion des ressources humaines. En matière de recrutement, c'est le conseil qui autorise les recrutements, même le tas de salaire. Tout ce qui est salaire, des fois, avant même la fin du mois, on paye. Quand on est arrivé ici, les gens restaient jusqu'au 15 avant de percevoir le salaire. Aujourd'hui, avant la fin du mois, on leur paye tout ce qui est salaire. Aujourd'hui, on ne leur doit que la motivation.
Et c'est cette commission-là qui doit se réunir pour déterminer le montant. Donc, je ne vois pas vraiment où est le problème. Maintenant, les gens veulent utiliser tout ça, c'est des prétextes, hein, pour essayer de semer la zizanie, pour essayer de semer la discorde au niveau et pour bloquer le fonctionnement de cet hôpital-là. Mais je pense que les personnes averties ne l'accepteront pas. Cet hôpital est sur une tangente, on veut faire avancer les choses. Il n'y a pas de problème, on a réussi à relever le plateau technique et on est dans ce processus-là. On va faire des changements dans cet hôpital-là. Maintenant, s'il y a des gens qui ne veulent pas que ça ait lieu, des gens qui sont là pour faire reculer cet hôpital-là 20 ans en arrière, alors il faut que les autorités, les populations aussi prennent leurs responsabilités et ne l'acceptent pas. Voilà ce que je veux dire. Nous restons avec les structures en difficulté. La plateforme à venir réclame l'audit de la SUNEOR et exige du gouvernement l'annonce d'une date exacte pour la livraison de l'aéroport international Blaise Diagne. Ces acteurs de la société civile étaient en forum à Saint-Louis. Chertidiane J. Lander est au micro de Gabriel Barbier. La première est un SUNEOR que le gouvernement vient juste de reprendre à son repreneur d'antan. Et nous nous en félicitons. C'est une très très bonne décision du gouvernement de reprendre cette usine. Mais nous voulons qu'il aille au-delà, parce qu'il ne s'agit pas seulement de le reprendre, il s'agit de l'auditer. Parce que les conditions dans lesquelles SUNEOR a été bradé et pillé sont juste inacceptables et scandaleuses. Nous voulons de la clarté et de la transparence, qu'on nous dise comment cela a été fait pour préparer l'avenir de cette entreprise, pour davantage l'utiliser au profit des Sénégalais. Nous avons également parlé de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, que nous appelons de nos voeux. Nous souhaitons qu'à très très brève échéance, que cet aéroport soit livré au peuple sénégalais. Nous y avons engagé plus de 400 milliards de ressources publiques sorties des poches des Sénégalais. Quelle que soit la forme de financement, c'est de l'argent des Sénégalais. Aujourd'hui, après plusieurs années, personne ne peut livrer l'aéroport, personne ne dit où est passé l'argent et personne n'explique aux Sénégalais qu'est-ce qui cause le blocage. Nous exigeons également un audit très transparent, très documenté et très fouillé pour dire aux Sénégalais où est passé leur argent et quand est-ce que le gouvernement va leur livrer l'aéroport international Blaise Diagne. On ne peut pas se cacher derrière les pratiques de l'ancien gouvernement. Il y a une continuité de l'État. Il appartient au gouvernement du président Macky Sall de nous dire quand est-ce qu'il compte nous livrer l'aéroport international Blaise Diagne et en nous expliquant où sont passés les financements qu'on a utilisés à toutes les étapes, combien ça a coûté, sous quelle modalité, avec qui on a contractualisé pour que les Sénégalais sachent comment leur pays et leurs deniers publics sont gérés. Notre plateforme est en route, elle se déploie sans tambour ni trompette parce que c'est notre choix. Ce que nous faisons, ce n'est pas la politique classique au sens partisan du terme, parce que ce qui est constant dans le pays, c'est que la façon de faire de la politique doit changer et l'actualité de ce qui se passe à l'Assemblée nationale nous conforte dans notre conviction que notre pays a besoin de nouveaux acteurs qui, peut-être jusqu'ici, étaient dans l'espace public, mais dans d'autres segments, aujourd'hui ont décidé de rentrer dans l'espace de la politique, mais au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qu'ils rejettent toute forme de clientélisme, qui rejette la corruption des mœurs, qui rejette toute forme de conflit d'intérêts, mais qui n'a pour ambition que de promouvoir l'intérêt général. Crise à l'Assemblée nationale, la jeunesse pour la démocratie et le socialisme exige la dissolution de cette institution. La structure qui estime que l'Assemblée nationale a perdu sa crédibilité et sa légitimité demande le couplage des élections législatives avec le référendum de 2016. Babacar Diop est le coordonnateur de la jeunesse pour la démocratie et le socialisme. Il est joint par Amadou Limbaye. L'Assemblée nationale, qui a pour vocation de voter les lois, d'instituer les lois, de faire respecter les lois, décide aujourd'hui délibérément de violer la loi, de violer son règlement intérieur, nous pensons que la décision de l'Assemblée nationale de refuser à l'opposition un groupe parlementaire est une décision grave, c'est une forfaiture politique, c'est un coup de force politique inacceptable dans une démocratie. Nous pensons que l'Assemblée nationale doit être dissoute. Nous en appelons à l'organisation d'élections législatives anticipées couplées au référendum sur la réforme des institutions parce que cette Assemblée n'a plus de crédibilité, elle n'a plus la confiance des citoyens, elle ne peut plus voter
les lois, elles ne représentent plus rien aux yeux des Sénégalais. Ce qui s'est passé, c'est que l'opposition a le droit avec lui. La majorité de Benno Bokk Yakaar a la force avec elle, a la violence avec elle. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'appel du peuple, c'est le souhait du peuple, c'est le vœu du peuple, c'est la demande du peuple, la dissolution de cette Assemblée nationale, parce que cette Assemblée a perdu toute crédibilité et toute légitimité. Elle ne mérite plus notre respect, elle ne mérite plus notre confiance. Les libéraux de la commune de Guinaw Rail Sud dénoncent la politisation des bourses familiales par le régime de Macky Sall. En assemblée générale, ces libéraux de la banlieue ont réitéré leur confiance à leur secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, avant de fustiger les attitudes fractionnistes de Modou Diagne Fada, un vox pop réalisé par Théodore Semedo. Franchement parler, nous déplorons, on l'a politisé, on n'a rien vu. Les bourses familiales, toutes les femmes de Guinaw Rail Sud sont derrière Aïda Mbodj jusqu'à la mort parce que nous tous nous voulons que Abdoulaye Wade. Il faut que Fada aussi respecte les décisions vraiment du parti. Je crois que exclure une personne dans un parti n'est pas bien. Parce que quand même, il faut additionner, mais il ne faut pas se soustraire. Mais il y a des conditions aussi. Le parti a son statut, a son règlement intérieur. Pour ne pas créer la confusion à la tête des Sénégalais, à la tête de nos militants, il faut que tout le monde respecte les décisions du parti. Mais quand vous allez maintenant se liguer derrière nos adversaires pour contrecarrer ce parti-là, c'est vous-même qui vous êtes surtout exclu. Parce que depuis 2012, le parti quand même a des difficultés par l'agression du parti au pouvoir. Par le gouvernement de Macky Sall, l'emprisonnement des femmes, des jeunes, Karim Wade, tribunal, Rebeuss, tous les jours. Maintenant, cette situation est en train d'être stabilisée. Ils nous attaquent à l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire, c'est le prolongement du parti dans l'institution. Comment peut-on être un président de groupe et que vous ne respectez pas les décisions du secrétaire général national? Il vous appelle au téléphone, vous vous sommeillez avec lui, vous raccrochez même ce dernier. Vous ne pouvez pas être notre interlocuteur en tant que groupe dans l'institution et que vous ne suivez pas les décisions du... Sur un tout autre registre, les premiers pas de la caravane du Grand Magal de Touba dans le Baol et le Saloum. Nous nous arrêtons ce lundi à Tip Nawel au Darou Wahab, des villages fondés par Cherbal Choro Mbake. Les détails avec Léopold Tomba. La 4e édition de la caravane sur les traces de Serigne Touba a levé ses amarres. Un long périple qui va sillonner les terres du Saloum et du Boundou. Darou Wahab, première étape. C'est dans cette bourgade, lové entre Darou Naïm et Kael, que Cheikh Ahmadou Bamba a rencontré les colonialistes français venus l'informer de son second exil en Mauritanie. Cet événement eut lieu en 1903. Serigne Moustapha Mbaké, premier khalife de Cheikhoul Khadim, crée le village de Djamweli et demanda à Serigne Fatta Diop de venir à ses côtés. Étape suivante, distante de quelques kilomètres, est également un village fondé par Serigne Bassirou Mbaké, fils de Serigne Touba. Cet hameau a été créé en 1925 sur instruction de Serigne Touba par Serigne Bassirou Mbaké. Serigne Bassirou Mbaké, grand érudit de l'islam, consacra toute sa vie à l'enseignement du Coran et aux travaux champêtres. L'auteur du célèbre Minanoul Bakhil Khadim, qui a été publié en 2 volumes, retrace l'histoire du mouridisme. Aujourd'hui, sous la conduite de son petit-fils, Serigne Bassirou Tip, préside aux destinées de cette commune. Les populations ont conservé et élevé le travail au rang de culte, tel que prôné par le khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbaké, qui ne cesse d'inviter les jeunes marabouts au travail de la terre. Koloban, toute dernière étape du premier jour de la caravane, a accueilli sous la houlette de Serigne Abibou Mbaké la caravane avec une grande ferveur religieuse. Édition 2015, la caravane sur les traces de Serigne Touba, Léopold Tamba, Aïdara Ndiaye, Radio-Télévision Walfadjri.
Léopold Tomba, merci. Et le dernier tournant de ce 20h, c'est avec l'actualité hors de nos frontières qui porte la signature de Ndiab Bitey. Démarrons l'actualité. Le rapatriement de touristes britanniques et russes se poursuit à Sharm el-Sheikh après le crash de l'Airbus de la Metrojet dont on ignore toujours les causes officielles. Si la piste de l'attentat est privilégiée par de nombreux experts, les autorités du Caire, elles n'écartent toujours aucune hypothèse. Depuis la catastrophe, la célèbre station balnéaire égyptienne s'est quelque peu vidée, comme l'explique cette touriste russe. La sécurité aux abords des plages et des hôtels ont été renforcés pour rassurer les vacanciers. Malgré le rapatriement organisé par leur gouvernement, de nombreux Russes et Britanniques ont fait le choix de ne pas rentrer dans leur pays. Le Kosovo échoue à devenir membre de l'UNESCO 7 ans après avoir déclaré son indépendance. L'ancienne province serbe espérait ainsi renforcer sa connaissance internationale, mais à 3 voix près, elle n'a pas obtenu la majorité de 2 tiers requise lors d'un vote au siège de l'organisation à Paris. Sur 142 voix, 50 États ont voté contre, dont bien sûr la Serbie et son allié la Russie. À Pristina, les autorités kosovares ont déployé ce revêt. Outre la gestion de son patrimoine culturel, l'adhésion à l'UNESCO aurait permis au Kosovo de faire un pas vers son adhésion à l'ONU. Terminons, les forces spéciales ont été déployées autour du bâtiment car la situation est hors de contrôle selon le gouvernement de Canberra. Les émeutiers se sont armés de battes de baseball mais aucun blessé n'a été recensé. Les troubles ont éclaté hier lors d'une manifestation pacifique de protestation après la découverte du corps d'un demandeur d'asile kurde iranien au pied d'une falaise. D'après la presse australienne, la police a ouvert une enquête mais selon le ministre australien de l'immigration Peter Dutton, les circonstances de ce décès ne sont pas a priori suspectes. Pour l'heure, la priorité est l'ordre ou le contrôle car ils n'ont pas été rétablis dans le centre. Ndiab Bitey, c'est avec vous que se referme la principale édition du soir sur Walf TV, une édition réalisée par Pierre-Edouard Faye. Merci. Merci également à Aïssatou Diagne qui a assuré la partie technique. Merci à Amin Tamba et Madame Baye pour le côté esthétique. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Votre fidélité, notre fierté sur Walfadjri. Juste après moi, retrouvez Moustapha Diop et ses invités dans le débat du jour. Au revoir.